Donc avec Urdi Maya, donc moi je suis avant-vente généraliste chez VMware. Donc, généraliste, ça veut dire que je couvre l'ensemble du portfolio de VMware que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et donc voilà, je suis basée en région parisienne et j'ai en charge l'ouest de la France et une partie de l'Île-de-France. Et j'ai Bonjour oublié à de tous. préciser que je Oui, suis basé à Nantes. Voilà, effectivement. très bien. Donc, bienvenue à tous. On va pouvoir démarrer. Je vais couper la caméra aussi parce que tout à l'heure ça a bugué. Alors, Sur le déroulé, donc, ouais, sur le déroulé, une petite présentation VMware, refaire un petit focus très rapide sur qui est SPICS. Le cloud hybride, c'est pareil, juste une mise en définition, sachant que je sais que ça a déjà été présenté plusieurs fois. Un business case type VMware. Après, une approche fonctionnelle, du rapport avec l'actualité, donc l'hybridation dans l'actualité, qu'est-ce que ça peut donner, une réponse technologique sur base VMware, alors je le fais à l'envers, de la modernisation applicative, l'approche technique HCX, ça va permettre de faire du lien entre les clouds, et nos conclusions. Voilà, tout simplement. Sachant que le vert et le bleu, c'est plutôt une alternance entre Maya et moi. Voilà. parfait. Merci Philippe. Et à la fin ici, on va laisser quelques minutes pour la partie questions-réponses si vous avez des questions. Alors, c'est parti. Donc, en effet, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'hybridation, il me semblait un peu pertinent quand même de vous présenter en quelques minutes la vision de VMware, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, on nous connaît beaucoup et uniquement pour la partie virtualisation du compute avec vSphere et très peu finalement sur les autres domaines, alors que voilà, on est capable de vous accompagner donc, avec SPI sur beaucoup plus de choses. Donc voilà, je voulais vous présenter VMware, vous résumer finalement notre portfolio au travers de cette vision. Donc, la vision de VMware aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir accompagner les entreprises dans leur transformation et de faire en sorte qu'elles puissent déployer tout type d'applications sur tout type de cloud et qu'on puisse y accéder depuis tout type de device, donc tout type de terminal. Donc, notre portfolio, il va vraiment découler de ces 3 piliers, voire 4. Donc, le premier pilier, c'est le AnyCloud, c'est-à-dire qu'on veut vous donner cette flexibilité de choisir l'environnement de votre choix pour déployer vos applications. Donc, que ce soit chez vous on-premise, dans vos data centers principaux ou en l'edge, si vous avez par exemple des sites distants, des infrastructures qui sont déportées, ou que ça soit dans le cloud public, donc chez des hyperscalers comme Azure, Amazon, Google, chez des cloud providers plus petits, plus locaux, régionaux, ou même dans des environnements un peu plus spécifiques comme tout ce qui est le telco cloud. Et ensuite, une fois que vous avez votre fondation digitale, votre socle d'infrastructure moderne, on va dire, on veut que vous puissiez déployer tout type d'applications sur ce socle. Donc, que ce soit des applications traditionnelles que aujourd'hui tout le monde connaît, donc qui sont plutôt basées sur des machines virtuelles, que ce soit des applications de type SaaS, donc on va aller consommer chez un éditeur, tout ce qui est suite collaborative, Salesforce, Concur, etc. Ou que ce soit aussi des applications qu'on appelle cloud native, donc qui sont basées sur des architectures en microservices et qui vont aller utiliser des orchestrateurs comme Kubernetes pour être plus agiles dans le déploiement des applications, dans la mise à jour, etc., comparé à des applications traditionnelles. Et enfin, la troisième brique, c'est celle du AnyDevice. Donc, c'est comment est-ce que je peux fournir un environnement de travail pour mes collaborateurs, donc c'est ce qu'on appelle le Digital Workspace ou Anywhere Workspace, pour qu'ils puissent se connecter au SI de l'entreprise, donc à mes données, à mes applications, de manière simple, par exemple au travers d'un catalogue d'applications, de manière sécurisée, peu importe le terminal qui est utilisé, peu importe quel est le type de l'application et peu importe la plateforme sur laquelle elle tourne. Et enfin, le dernier pilier ici, donc qui est transverse finalement aux 3 autres, c'est le sujet de la sécurité, donc qui pour nous doit être intrinsèque, c'est-à-dire que la sécurité, elle va être nativement embarquée dans chacune de nos solutions, donc dans chacun des produits du portfolio VMware à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau ici du terminal, avec du contrôle d'accès, des mécanismes d'authentification, ce genre de choses, que ce soit au niveau de l'application elle-même, qu'on va aller vérifier que les patchs sont bien appliqués, que je n'ai pas de vulnérabilité au sein de mon OS, et que ce soit au niveau de l'infrastructure ici, donc tant dans mon data center on-premise, en mettant en place des choses comme la microsegmentation, l'analyse de trafic réseau, l'IDS, IPS, et également dans le cloud public, donc si je suis utilisateur de services dans le cloud. Donc ça,
cette vision, elle résume vraiment le portfolio VMware. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets-là, sur ces 4 briques. Donc, aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, on va faire un focus sur cette première brique, donc la partie AnyCloud, et donc voir comment est-ce que je peux faire évoluer mon SI pour être plus agile, pour être plus innovant, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que je peux finalement m'ouvrir au cloud hybride. Voilà, donc je vais laisser Philippe présenter également SPI. Alors, très rapidement, SPI, le groupe SPI, donc vous connaissez tous le logo en bas à droite, je suppose. Le groupe SPI, c'est un groupe de 45 000 personnes. Et à l'intérieur du groupe SPI, qui est présent dans l'énergie, dans l'industrie et dans tout un tas de marchés, on a SPI ICS, qui est le slide suivant, qui est le cœur digital, en fait, du groupe SPI. SPI ICS, en fait, c'est 3200 collaborateurs. Donc, c'est beaucoup d'expertise, et notamment des expertises VMware. Et en fait, nous, dans cette présentation, on est, on va dire, on est les porteurs de la technologie VMware parce que en fait, on est très aligné sur ce que Maya vient de dire, sur la stratégie VMware, sur comment l'employer et comment la mettre en place finalement dans les systèmes d'information au mieux des besoins. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter par la suite. Tu peux aller. Ouais. Un petit rappel vite fait, mais ça a déjà été dit pas mal de fois. Donc, dans tous les concepts de cloud, donc le cloud hybride, en fait, c'est l'étirement et la consommation du SI d'une entreprise au travers de différents clouds, donc des clouds publics, des clouds privés. Et la notion d'étirement est très importante dans la suite de la démonstration, car dit étirement, dit, on va dire, échange applicatif, dit latence, dit sécurité. Juste un rappel de définition, le cloud hybride, donc c'est vraiment ce nouvel SI qui est tiré sur différents endroits et qu'il faut qu'il faut continuer à exploiter. Voilà. Alors, donc, avant de voir le sujet de l'hybridation aujourd'hui, déjà, pour commencer, quels sont finalement les challenges qui sont rencontrés par les équipes IT? Donc, qu'est-ce qui nous pousse finalement à moderniser l'infrastructure? Donc, ce qu'on entend souvent de nos clients, c'est que déjà, première chose, tout est trop long. Enfin, tout prend trop de temps. Donc, on a des métiers qui demandent à avoir de nouvelles applications, qui demandent à avoir des nouveaux services assez fréquemment. Et derrière ça, les équipes IT, elles n'arrivent pas à suivre le rythme. Donc, pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, les infrastructures traditionnelles, elles vont souvent être basées sur des systèmes de ticketing. Du coup, il y a plein de dépendances entre les équipes réseau, les équipes de stockage, de sécurité. On va souvent avoir des requêtes qui sont manuelles et répétitives, comme demander une augmentation de capacité de stockage, provisionner un nouveau réseau, etc. Donc tout ce process-là, à chaque fois, ça peut prendre des jours, voire des semaines. Et donc forcément, ça ne nous aide pas dans le développement du business et dans la modernisation de mon entreprise. La deuxième difficulté, c'est que les infrastructures, elles grossissent et elles deviennent de plus en plus complexes. Donc forcément, c'est difficile à maintenir dans le temps et c'est pas simple de les mettre à jour et de les moderniser. Et donc pourquoi? Parce que souvent les applications, elles vont être construites et déployées sur des infrastructures qui sont non standardisées. Donc forcément, ça crée des silos. On va être très dépendant du hardware et tout ce qui est upgrade, patching, tout ça, ça va être assez fatigant parce qu'il faut surveiller les matrices de compatibilité, les interopérabilités entre les différents composants, etc. Et donc les upgrades forcément seront moins fréquents et donc je ferai moins de modernisation au niveau de mon infrastructure. Et donc plus il y a de complexité, plus la gestion de mon infrastructure va me coûter cher parce que j'ai pas d'automatisation qui est en place, je gère les choses par projet, j'ai une organisation qui est silotée et j'utilise pas forcément toutes mes ressources d'infrastructure à leur juste valeur. Et enfin, il y a cette notion de conformité parce que je dois respecter la gouvernance et les standards de sécurité qui me sont imposés par mon entreprise. Donc la question, c'est comment je fais finalement pour être plus agile et plus innovant dans mon SI, tout en respectant quand même et en ayant le contrôle sur cette conformité-là. Donc ça, c'est majoritairement les raisons pour lesquelles aujourd'hui, on va aller chercher à moderniser l'infrastructure. Maintenant, si on prend un petit peu plus de hauteur, on va voir que finalement, le besoin de modernisation, il part plutôt de l'application directement.
Qu'en penses-tu, Philippe? Ah oui, donc en fait, sur les contraintes de modernisation, on parle de cloud, mais on peut moderniser sans faire de cloud. Donc, à chaque fois, la DSI doit se poser tout un tas de bonnes questions. Le SI, il est assez complexe, on ne parle pas que de technique, mais d'applicatifs qui servent, l'entreprise, qui servent l'économie de l'entreprise et au final, hem, en fait, on doit s'appuyer sur les métiers. Donc en fait, cet ensemble de couches est assez compliqué à gérer dans son évolution puisqu'il faut mettre tout en musique et il y a une certaine complexité à moderniser un SI. Si, on peut tout simplement en fait, déplacer ses charges de travail, mais on peut aussi choisir de faire du replatforming, c'est-à-dire de finalement de réécrire ou réadapter les applications. On peut les éclater, les moderniser et les cloudifier. Heu, Reste que tout ça en fait, c'est quelque chose de très complexe. Si on prend les contraintes de la DSI, des contraintes de SLA, de données, de coûts d'exploitation, de sécurité et tu peux cliquer et voilà, prise de tête, c'est très compliqué, voilà. Si on prend le slide suivant, sur les contraintes, aller vers le cloud public, donc ça c'est pareil, c'est des concepts qui ont été dits et redits, mais, on est sur, vraiment des choix. C'est-à-dire que j'ai une application que je veux emmener. Alors je peux avoir une stratégie d'aller vers le cloud public, mais je suis pas obligé d'emmener tout mon SI. Je peux avoir une stratégie applicatif par applicatif. Je peux choisir de faire évoluer mon applicatif, le faire évoluer on-premise, donc sur site, ou l'emmener chez un hébergeur, ou l'emmener dans un cloud public. À chaque fois, je dois faire mon choix. Donc ça veut dire qu'en fait, le SI, par nature, devient hybride puisque, dans son évolution et dans sa temporalité d'évolution, il y a tout un tas de charges de travail qui sont entre guillemets «legacy», qui n'ont pas évolué, qui restent on-premise et toutes les nouvelles charges de travail ou toutes les extensions, ben, selon les choix qui sont faits, peuvent se retrouver finalement sur le code public ou pas. Donc du coup, clic, pof. Tirer le meilleur parti de chaque topologie, c'est exactement ça le cloud hybride. C'est-à-dire que c'est une stratégie aussi, d'analyse à chaque, déploiement applicatif, à chaque renouvellement, à chaque besoin, à chaque nouvelle fonctionnalité. C'est ce choix d'étirement, ben, ça se fait à chaque fois. Après la grande idée derrière tout ça, c'est quand même de simplifier la vie puisque, comme on l'a vu dans le slide précédent, le SI il est complexe. Ses choix, on doit pouvoir faire ses choix de manière le plus simple possible. C'est ce qu'on essaye de montrer dans cette présentation. Vas-y, voilà. Donc on est finalement dans une hybridisation de fait. Si on prend hier, bon, hier il n'y avait pas de cloud, il n'y avait pas de réseau qui nous interreliait. On avait des infrastructures assez simples finalement, avec, des investissements à 5 ans. Aujourd'hui, ben, on assiste tous à des évolutions, donc on a des applicatifs avec des choix qui sont faits vers du SaaS ou vers autre chose, avec, un frontal qui peut se retrouver chez nous, mais plus souvent, dans le cloud public pour servir l'agilité. Ça, c'est l'état de fait. Alors les pourcentages, c'est juste, des vues de l'esprit, c'est absolument pas une moyenne, c'est pas des statistiques, c'est juste une visualisation. Demain, ben, on peut se douter qu'au fur et à mesure des choix applicatifs qui sont faits, on va déporter un petit peu plus vers le cloud. Donc ça, c'est demain. Ça, c'est ce qu'on voit. Après, il y a l'après-demain. L'après-demain, ben, c'est compliqué à prédire. En fait, on ne sait pas du tout. Il y a quand même une actualité assez imprévisible qui nous est tombée dessus, quasiment l'année dernière. Hem, donc en fait, on peut se poser la question de savoir, c'est le choix que je fais tout de suite, qui me prend énormément d'énergie, qui me prend, qui coûte, d'adaptation au cloud. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il est pérenne? Dans le sens où peut-être que je vais devoir faire des retours arrière. Peut-être que je vais devoir me réadapter à quelque chose. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, heu comment je peux faire mes allers-retours? Comment je peux pas être cloud lock-in? Comment je peux garantir la sécurité de mon SI ainsi étiré? Alors tu peux cliquer, s'il te plaît. Voilà, donc on parle bien d'interopérabilité, je vais y arriver, entre différents clouds, parce qu'il faut quand même gérer les adhérences. On parle de réversibilité, c'est, je peux pouvoir revenir en arrière si j'ai une contrainte particulière. On parle de sécurité, j'ai un contexte de sécurité, j'aimerais bien qu'il soit pas différent dans chaque contexte technique, entre le on-premise, le cloud 1, le cloud 2, le cloud 3 et à un moment gérer tout ça, cette complexité inhérente à l'étirement du SI, ça peut être un peu contraignant donc.
de nouveau une tête qui se tape contre un clavier. Voilà. Donc l'idée, peut-être de simplifier. Vas-y. Donc, on a une complexité d'offres. Donc, ce Cloud Native Landscape, c'est quelque chose d'assez connu. C'est finalement, on veut aller vers le cloud, c'est une myriade d'applicatifs qu'il faut finalement. Alors, ils sont plus ou moins compatibles entre eux, mais en tant que DSI, je veux une pérennité, je veux quelque chose de solide, je veux une trajectoire. Je ne veux pas investir dans quelque chose qui a une durée de vie assez limitée ou sur lequel je dois disposer d'expertise en continu. Donc, si on regarde cette map-là comme ça, ben, c'est le lézard de droite, c'est comment je fais mon choix. Moi qui ne suis pas expert, comment je fais mon choix. Donc derrière il y a un choix qui reste assez simple. Tu peux cliquer. Et hop, voilà. Donc VMware est présent dans cette map, est présent à différents endroits. Et VMware accompagne les infrastructures depuis une vingtaine d'années, sans que finalement ça choque grand monde, et possède 80% du marché de l'hyperviseur on-premise. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que VMware aussi a une stratégie qui est extrêmement visible, que montrait en tout début Maya, d'accompagnement, d'étirement du SI vers le cloud, vers des clouds compatibles avec VMware, de manière à garder les mêmes contextes, la même exploitation, la même sécurité, et finalement se faciliter les mouvements, l'hybridation dont on parle depuis tout à l'heure. Donc pour SPI, en tout cas, c'est une facilité et une évidence. Si on prend, si on veut, dans ce concept d'hybridation, quelque chose d'idéal, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite quelque chose qui est simple à utiliser, qui ne nécessite pas une expertise délirante. On souhaite quelque chose qui soit compatible avec les environnements locaux sur lesquels on a investi depuis des années, et les environnements demain qu'on ne peut pas prévoir. Donc jouer l'élasticité et jouer l'hybridation vers le cloud public. On doit pouvoir faire aussi le choix de l'aller et le retour. C'est-à-dire que si on a des changements tarifaires ou si on a des changements, on va dire, légaux, des contraintes légales qui arrivent, on doit pouvoir choisir assez facilement de faire l'aller et puis le retour pour re-aller ailleurs. L'idéal aussi, c'est quand même que le cloud public a des fonctionnalités qui sont quand même uniques, qui sont extrêmement intéressantes. C'est aussi de pouvoir être compatible avec en fait, ces fonctionnalités qui nous sont apportées. Je pense à la fonction lambda de chez AWS, je pense à du stockage S3, mais pas que. Il y a tout un tas d'offres qui sont de ce type-là et qui permettent en fait de jongler avec les offres. Et l'idée, c'est de se simplifier encore l'adhérence ou l'adjonction de ces fonctionnalités à ce qui fait finalement le cœur de mon SI. Être compatible avec CVM et ses conteneurs, et très très important, disposer d'une sécurité de bout en bout. C'est-à-dire que si je veux bouger une charge de travail rapidement et l'amener dans le cloud public, j'ai pas envie de repenser la sécurité autour de cette action. Donc l'idée, c'est que cette sécurité, ben, elle suive finalement ma charge de travail. Vas-y. Merci Philippe. Donc, comme tu le disais, donc pour pouvoir arriver à cet idéal, à cet objectif, il faut partir d'une plateforme commune à tous les environnements. Et donc cette plateforme, c'est ce qui va vous permettre de transformer votre SI en un cloud privé qui est moderne, agile et automatisé. Et donc cette plateforme, c'est ce qu'on appelle la Cloud Foundation. Elle est composée des briques essentielles qu'on va retrouver dans un data center, donc du compute, du stockage et du réseau et de la sécurité. Et ces briques-là vont être entièrement virtualisées et elles vont vous permettre de faire tourner l'ensemble de vos applications de manière homogène sur plusieurs data centers. Donc, si vous en avez plusieurs chez vous on-premise, si vous avez des sites distants, des infrastructures déportées, et de la même manière de les faire tourner au niveau du cloud public. Et l'objectif, vraiment, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on va chercher à apporter de la consistance, encore une fois, au niveau de l'infrastructure et au niveau des opérations. Donc, si vous avez voilà, plusieurs sites, plusieurs infrastructures, le but, ça va être de consolider et homogénéiser l'ensemble des outils et les opérations finalement que vous allez faire sur votre plateforme. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut répondre aux challenges et complexités qu'on a vues tout à l'heure? Parce que déjà, cette plateforme, elle est basée sur une architecture qui est standardisée et qui est software defined, donc elle est basée sur du logiciel. Donc, on va pouvoir déployer
et provisionner de l'infrastructure beaucoup plus rapidement. Et on passe finalement moins de temps à gérer le MCO, le maintien en condition opérationnelle, et plus de temps sur ce qui est critique pour le business. Cette plateforme, on va avoir une gestion du cycle de vie qui est complètement automatisée. Donc, tout ce qui est upgrade, patching de toute la stack, ça va être largement simplifié pour vous. Donc, ça va pouvoir se faire en quelques clics, contrairement à une infrastructure traditionnelle où aujourd'hui, par exemple, une montée de version, ça prend du temps. Enfin, c'est carrément tout un projet à mettre en place. Vous allez retrouver un modèle opérationnel qui ressemble beaucoup à celui du cloud parce que vous avez une plateforme qui est agile, qui est scalable, qui permet d'éviter le gâchis et de provisionner des choses à la demande en mode pay as you go. Donc ça peut être pour vous, pour vos besoins internes. Donc c'est là où vous pouvez devenir en quelque sorte votre propre cloud provider. Mais ça peut aussi être pour vos clients si vous souhaitez devenir un fournisseur de services, par exemple, en mettant en place une marketplace, en faisant de la facturation. Et enfin, vous allez bénéficier ici de cette sécurité intrinsèque grâce aux fonctionnalités de sécurité avancées qui sont embarquées dans la plateforme. Donc, j'en ai parlé un petit peu en introduction. C'est tout ce qui est microsegmentation, analyse des flux, firewall niveau 7, IDS, IPS, etc. Et donc, cette Cloud Foundation, concrètement, c'est ni plus ni moins que ce bundle technique et commercial qui va regrouper la virtualisation du compute, du stockage et du réseau, avec ici également un composant de management très important qui va venir gérer justement ce maintien en condition opérationnelle et tout le cycle de vie de la plateforme, toute l'automatisation de votre infrastructure. Donc la plateforme, elle peut tourner chez vous, encore une fois, dans votre data center, sur le hardware de votre choix, parce que nous, VMware, on a toujours été agnostique au matériel. vSphere, ça peut tourner, on n'impose pas de marque au niveau du hardware. Et elle peut également tourner, ou elle tourne déjà même, dans les data centers des clouds publics, des hyperscalers comme Amazon, Azure, et chez nos partenaires également, les cloud providers. Et donc, vous pouvez la consommer à la demande. J'en parlerai juste après. Donc cette Cloud Foundation, vous l'aurez compris, c'est un data center qui est complètement virtuel, logiciel, c'est ce qu'on appelle le SDDC, Software Defined Data Center. Et c'est vraiment la plateforme, la fondation, qu'elle porte bien son nom, qui va vous permettre d'être beaucoup plus agile dans vos opérations, au niveau de l'infrastructure, qui va vous faire gagner du temps, du coup, vous et vos équipes, qui va vous permettre de vous moderniser et de moderniser vos applications. Donc en parlant de modernisation applicative, donc sur cette plateforme, vous allez pouvoir faire tourner vos machines virtuelles, mais aussi, donc depuis la nouvelle version de vSphere, enfin nouvelle, ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle est sortie, donc vSphere 7, vous allez pouvoir aussi faire tourner des containers au même niveau que vous faites tourner vos machines virtuelles. Donc ça permet également de mettre en avant toute cette culture de DevOps. Donc on simplifie largement la collaboration entre les développeurs et les opérateurs. Donc, les opérateurs, ils pourront garder le contrôle sur l'infrastructure, la sécurité, l'utilisation des ressources. Et de l'autre côté, les développeurs pourront venir se connecter en API à leur cluster Kubernetes et déployer des applications basées sur des conteneurs, des microservices. Donc, j'en dis pas plus là-dessus. Vous avez une conférence qui est dédiée juste après à ce sujet avec nos spécialistes Tanzu. Alors, une petite mise en perspective avec l'actualité. Alors l'actualité, on la connaît un peu, mais on est quand même sur l'effet papillon, donc on aurait pu mettre aussi de la musique sur ce slide. Une gentille bestiole de Chine qui a l'air toute mignonne là dans son pré. Alors c'est peut-être pas elle, on sait peut-être pas tout quoi. Toujours est-il qu'on se retrouve sur une pandémie mondiale et on n'en voit que le début des conséquences. Donc là en fait, juste sur le côté droit, vous avez des screenshots finalement qui sont un peu pris au hasard dans l'actualité sur le web, au final, on n'a pas de visibilité. Ça veut dire qu'on peut avoir une pénurie de composants jusqu'en 2023, jusqu'en 2024. Bon, ça peut être assez compliqué. Il y a une reprise économique mondiale. Cette reprise économique, on espère bien aussi qu'elle se présente en France et pas simplement en Chine ou aux États-Unis. Donc, il faut que les SI continuent à évoluer. Donc, finalement, sur ces événements imprévisibles, que peut apporter l'hybridation? En fait, la possibilité d'aller continuer à sourcer finalement
son matériel, alors pas physiquement, mais virtualisé, parce qu'aujourd'hui on peut tout virtualiser. Ça peut être des switches, ça peut être des firewalls, ça veut dire évidemment des serveurs. On peut construire tout à fait en mode virtuel dans un cloud public, et pour gagner du temps, tout ce qu'il est nécessaire de construire, de manière à, dès lors qu'on est livré en matériel, pouvoir le réinjecter dans sa version finale, dans sa version, on va dire, telle qu'on l'a ciblée. Donc l'hybridation, c'est aussi une manière de se prémunir sur l'imprévisible. Je suis correctement relié, je sais me sourcer en termes de CPU, de RAM, de stockage, de charge de travail pour répondre aux besoins de l'économie de mon entreprise. Il y a l'augmentation des prix des matériels aussi. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri aussi d'une augmentation des prix du cloud. Néanmoins, le choix de l'hybridation et le choix finalement de la compatibilité de l'hybridation, donc ce fameux aller-retour, c'est aussi choisir dans quel cloud je veux, provisionner mes charges de travail et combien je veux payer à un certain moment. C'est ce choix-là. Vas-y. Voilà. Alors il y a aussi des événements prévisibles. Donc nos pauvres confrères, on va dire, de chez OVH, mais ça peut arriver à tout le monde, hein, c'est vraiment, voilà. On peut imaginer les charges de travail qui sont hébergées sur ce cloud, on va pas dire public, on va dire privé, avec des ressources finalement assez limitées. L'entreprise continue à devoir utiliser ces ressources, donc l'idée, c'est de pouvoir les jouer ailleurs. Donc avoir une porte de sortie, pourquoi pas sur le cloud public, dans un cloud compatible, déporter mes charges de travail autant que possible pour pouvoir évidemment les faire revenir, chez mon hébergeur, préféré si je le souhaite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je parlais d'étirement du système d'information. L'hybridation, c'est quand même ça. On peut avoir un système d'information. Avant, on était, on va dire, dans une citadelle. On avait des firewalls périmétriques. La vie était simple. Aujourd'hui, on a X citadelles qu'il faut interrelier avec des applicatifs qui doivent communiquer les uns avec les autres. Donc, alors, on peut gérer ça de plein de manières différentes. Faut juste comprendre que finalement, en étirant ce SI, on en augmente la surface d'attaque. Donc l'idée aussi, si on dispose d'une hybridation, si on a un SI hybride, c'est de disposer d'une sécurité de bout en bout qui est portée, on va dire sur ma charge de travail, qui est portée sur pour mes VM et qui suit les VM. Je me déplace, je n'ai pas repensé la sécurité, je la porte avec moi. Auquel cas, si j'ai bien fait mon boulot de sécurisation et de micro-segmentation, j'ai un taux de pénétration qui est censé être moindre. Après, personne n'est à l'abri d'une attaque ou d'un crypto-locker. Vas-y, tu peux, ouais. Vas-y. Migration approche fonctionnelle. Ah, oh, c'est toi. Pardon, j'ai été trop vite. La claque. Oui. Donc, on vous a présenté tout à l'heure donc la Cloud Foundation, comment moderniser son environnement on-premise. Donc, si on parle un peu de migration, l'approche fonctionnelle, en effet. Donc, un vrai cloud hybride, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne rappelle pas la définition, mais juste pour mettre ça en image. Donc, c'est la capacité de bouger ses applications librement d'un environnement à un autre, peu importe où on se trouve, data center privé ou data center public, sans interruption de service et sans changer non plus complètement le format ou l'architecture de l'application. C'est vraiment avoir cette liberté de choisir où l'application va tourner en fonction de ce qui est mieux pour le business, pour les métiers, et non pas en fonction de contraintes techniques ou de contraintes opérationnelles. Et là, vous l'avez vu dans l'animation, c'est aussi la capacité de rapatrier l'application quand on le souhaite. Donc, c'est une migration qui va vraiment dans les deux sens. Et donc aujourd'hui, c'est quoi la difficulté? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à migrer simplement dans le cloud? Donc il y a quelques pièges à éviter si vous avez regardé la session précédente. Donc on va se retrouver déjà avec des problèmes de compatibilité, d'interopérabilité entre les différentes stacks. Chez des VM on-premise, elles ont un OS qui n'est pas forcément compatible avec le cloud. Je vais vite avoir aussi des questions de connectivité réseau et de sécurité. Il faut que je change mes adresses IP, il faut que je réécrive toutes les politiques de sécurité que j'avais mis en place on-premise. Ça prend beaucoup de temps. Un autre problème aussi, c'est que souvent, on va avoir justement des grosses dépendances au niveau des applications et malheureusement très peu de visibilité sur qu'est-ce qui communique avec quoi.
Donc, c'est difficile d'établir une roadmap pour la migration de mes applications, ça prend du temps. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en amont. Et enfin, je vais avoir certaines applications où je peux me permettre finalement de les éteindre et de les bouger, par exemple sur une fenêtre de maintenance la nuit. Je pense que c'est souvent le cas pour la majorité des applications. Mais on a beaucoup de clients qui nous disent que voilà, j'ai certaines applications qui sont vraiment critiques pour mon business, ou même 30 secondes de downtime, c'est une vraie perte significative pour mon entreprise. Donc ça, c'est aussi un point assez important à traiter. Philippe, est-ce que tu es d'accord avec moi, toi qui as plus d'expérience dans les migrations vers le cloud? Est-ce Oui, que c'est oui, des tout à fait. difficultés que tu as déjà Exactement. rencontrées? Voilà, on va pouvoir en parler de manière très simple. Au final, on peut simplifier finalement le débat de la migration. Donc, pour avoir l'esprit zen, hein, c'est bien le sujet. On veut hybrider, c'est-à-dire on veut déplacer des charges de travail, mais des applicatifs qui se parlent les uns avec les autres. Donc finalement, si on revient très bassement aux couches basses, hein, vraiment c'est ça, on a des contraintes de débit, de latence, il faut correctement se relier et surtout on ne veut pas avoir de contraintes liées à des changements d'adresse IP, qui peuvent être, assez laborieux. Donc l'idéal, le confort, c'est vraiment d'avoir un niveau 2 de bout en bout. Je bouge mes charges de travail et je les place où je veux. Derrière et je suis un petit peu poisson rouge, hein, mais voilà, les échanges entre zones de sécurité, donc dès lors qu'on bouge les charges de travail, en fait, ces charges de travail, elles sont peut-être dans 2 zones de sécurité différentes, elles doivent continuer à dialoguer. C'est-à-dire que dès lors que j'étire mon SI, heu, si j'ai pas, les bonnes liaisons ou la bonne manière de fonctionner entre les 2 endroits, mes 2 charges de travail, je vais me créer des problématiques. Donc l'idéal d'avoir de la sécurité portée par la VM, c'est effectivement de laisser faire le software defined plutôt que de laisser faire des équipements tierces, qui vont avoir des points finalement de routage inter-VLAN ou des choses comme ça et qui vont créer de la latence ou de l'engarrangement. Donc ça, c'est quand même aussi un luxe, d'avoir une sécurité embarquée. Donc chez VMware, ça s'appelle NSX. Et puis la continuité d'exploitation. Finalement, de manière très pratique, on transpose la charge de travail vers un endroit qui a pas les mêmes manières d'exploiter. Ça peut être contraignant. L'idéal, c'est quand même d'avoir le même outillage d'exploitation de manière à faire les choses plus vite, puisqu'on peut penser technique, mais il y a aussi des êtres humains, derrière qui exploitent, tout ça et qui doivent savoir réagir. Donc, pour être efficace, faut être dans des zones de confort et la continuité d'exploitation, encore une fois, c'est un vrai confort. Donc un étirement du SI, une hybridation en ayant ces 3 conditions, heu, de base, c'est quand même pas mal. Voilà. Tu peux continuer. C'est comme ça qu'on est zen, c'est en étirant le SI ou Voilà, en ouais, s'étirant aussi les jambes. et je suis pas aussi souple que lui, voilà. OK, très bien. Donc parlons un petit peu d'outils maintenant. Donc, lorsque vous décidez de moderniser votre data center, donc avec la Cloud Foundation, vous disposez d'outils de migration comme HCX. Donc HCX, c'est pour Hybrid Cloud Extension. Donc, imaginons qu'à gauche, vous avez votre data center existant, donc vos workloads vSphere qui tournent chez vous. Et à droite, vous avez un nouveau data center tout neuf, donc qui est plus récent, plus moderne et qui est motorisé par la Cloud Foundation. Donc HCX, ça va être l'un des outils que vous pouvez utiliser pour la migration. Et donc, il va vous aider à migrer l'ensemble de vos machines depuis un environnement existant vers ce nouveau data center. Et donc, ce nouveau data center, il peut être chez vous, on-premise, donc data center privé, mais il peut aussi être dans le cloud public. Donc, comme vous pouvez le voir, et je l'avais dit aussi tout à l'heure, on a des partenariats avec des plus grands acteurs, on va dire, du cloud public, donc comme Amazon, Azure, Google. Il y a aussi avec, je pense, plus de 4000, si je ne me trompe pas, partenaires à travers tout le monde entier, chez qui on a déployé cette Cloud Foundation. Donc, en fait, si vous allez dans les data centers d'Amazon, par exemple, vous pourrez aller consommer à la demande une Cloud Foundation et donc vous aurez votre propre cloud privé au sein du cloud public. Et là, l'avantage, c'est que c'est une offre qui est complètement managée, gérée et opérée par VMware. Et donc là, vous pouvez avoir ici
plusieurs instances de Cloud Foundation dans votre data center privé et avoir, par exemple, une ou plusieurs instances de Cloud Foundation dans le cloud public. Et c'est HCX, l'outil qui va venir gérer toute la connectivité de l'ensemble et qui va permettre la mobilité des workloads au sein des différents environnements. Donc HCX, vraiment, je reviens ici, donc il va servir une première fois pour la migration et ensuite vous pouvez le garder, l'utiliser pour l'hybridation. Soit de l'on-premise vers l'on-premise, soit de l'on-premise vers le cloud ou du cloud vers le cloud, vice-versa. Donc, c'est des flèches qui sont bidirectionnelles. Et encore une fois, le but ou l'avantage, c'est de faire ça avec le moins de disruption possible, avec la moindre complexité possible, parce que derrière, enfin en dessous, les architectures sous-jacentes, ce sont les mêmes. Donc, on a les mêmes outils, c'est du VMware des deux côtés, donc c'est des choses que vous connaissez. Il n'y a pas de replatforming à faire, pas de nouvelles compétences à acquérir. Vous pourrez migrer vos applications sereinement. Et c'est ça qu'on appelle le véritable cloud hybride, c'est d'avoir cette liberté de déplacement entre les différents clouds. Alors, donc, si on rentre un petit peu plus dans la technique, quand on parle d'HCX, donc on a ce concept tout simple de source et destination. Et donc, on va avoir besoin d'un petit peu de configuration des deux côtés. Donc, à la source, ici, si on part d'un environnement vSphere existant, donc comme vous pouvez le voir, NSX, donc la solution de virtualisation réseau, n'est pas obligatoire sur le cluster vSphere. Donc, en fait, on va venir installer une appliance qui contient toutes les fonctionnalités d'NSX nécessaires pour venir monter les tunnels et aller se connecter à la Cloud Foundation qui est dans l'environnement destination. Par contre, à la destination, c'est une Cloud Foundation, donc NSX est bien obligatoire. Donc à la source ici, j'ai une VM qui est déployée. À la destination, j'ai une VM qui est déployée. Et je vais venir interconnecter un service mesh entre les deux. Et ce service mesh, il peut se faire sur tout type de réseau. Ça peut être de l'Internet, du VPN, ça peut être un lien privé, opérateur, un lien dédié. Et on vient créer ce service mesh-là par-dessus. Si on regarde en quelques étapes, sans trop rentrer dans les détails, concrètement, comment ça va se passer? Donc, première étape, je viens installer l'appliance, donc le HCX Manager dont on a parlé, des deux côtés. Donc, côté source, ça s'appelle HCX Connect, côté destination HCX Cloud, mais peu importe. Et je viens interconnecter cette appliance sur mon VLAN de management. Et sur mon environnement de destination ici, je vais utiliser la NSX Edge. Donc, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, la Edge, c'est vraiment la VM qui va permettre de gérer toute la communication nord-sud, donc tout ce qui sort typiquement de ma Cloud Foundation. Donc là, ici, on va sortir pour aller discuter avec l'environnement existant, donc avec mon infrastructure on-premise. Donc tout le trafic de l'HCX Cloud ici va être routé via ma Edge et ensuite routé vers le réseau uplink. Ensuite, donc la deuxième étape, je vais venir me connecter à une des instances HCX et je vais faire l'appairage entre les deux sites. Et une fois que l'appairage est fait, donc les deux appliances se voient, elles peuvent communiquer entre elles. Et à partir de là, je peux créer des profils compute, des profils réseau, et je peux définir quel réseau est-ce que je souhaite étendre, niveau 2, les workloads que j'ai envie de bouger, les options HCX que j'ai envie de mettre en place, de type optimisation WAN, compression, et ce genre de choses. Et une fois que j'ai défini tout ça, ici, c'est HCX qui va automatiquement créer le service mesh et installer tous les modules en fonction des options que j'aurais choisies. Donc, c'est une installation qui est complètement automatisée. Encore une fois, je vous ai épargné les détails, mais en gros, c'est presque ça. Vous avez juste à nourrir l'outil HCX avec des profils compute et des profils réseau en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et enfin, la dernière étape, c'est la migration de mes VM. Donc, je choisis un VLAN pour mes VM et j'étends le subnet vers la Cloud Foundation en passant par le service mesh. Et là, donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai le service mesh qui va automatiquement ici créer des VLAN, donc ce qu'on appelle des segments sur un NSX, sur le site destination. Alors, donc, quelles sont les différentes options de migration? Donc, vous avez plusieurs possibilités. À chaud, à froid, donc ça va dépendre vraiment de chaque application. Au final, ça va dépendre de vos métiers, de plein de choses, mais vous avez plusieurs possibilités. Donc, première option, c'est la migration à froid, donc cold. Donc, la VM est éteinte et la migration se fait à froid. Donc, je pense que ça, c'est suffisant probablement pour la majorité, je pense, des VM. Enfin, c'est souvent le cas en tout cas. On le voit peut-être pour 80% des VM.
Là, on utilise le protocole NFC, Network File Copy. Ensuite, vous avez le vMotion, donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà aujourd'hui, donc migration à chaud. Donc la VM reste allumée, sauf que je peux migrer qu'une seule VM à la fois. Donc par exemple, si j'ai une centaine de VM à migrer, je dois faire la manip 100 fois. Donc l'idéal, c'est la troisième option ici, c'est de faire ça en mode bulk. Bulk, je ne sais plus trop ce que ça veut dire en anglais, mais c'est plusieurs en même temps. Et là, par contre, c'est une migration qui est warm, donc c'est pas à chaud, c'est pas à froid non plus, où en gros, on va venir utiliser le HBR, donc Host-Based Replication, donc on va se baser sur la réplication de vSphere. On va copier petit à petit les données de la VM au niveau du disque, donc on fait une réplication au niveau du disque en tâche de fond. Et dès que je suis synchronisée entre la source et la destination, dès que je suis à 99% par exemple, je vais éteindre la VM, copier le dernier pourcentage et ensuite la rallumer. C'est pour ça que c'est warm, c'est pas live, c'est pas à chaud. Parce que si, par exemple, je ping la VM, on voit que j'aurai une petite perte de paquets, peut-être 20 ou 30 paquets que je ne verrai plus, contrairement au live où il n'y a aucun paquet qui est perdu. Mais là, c'est plutôt sympa parce que je peux faire un bulk, justement, et je peux migrer plusieurs VM à la fois et les garder allumés. Voilà, j'aurai peut-être juste une petite interruption au moment de la migration. Donc ces options-là, elles font partie de l'offre HCX Advanced, donc qui est inclus dans nos offres cloud. Et ensuite, vous pouvez upgrader vers l'édition Enterprise. Et là, vous avez des options supplémentaires. Vous avez ce qu'on appelle l'OS Assisted Replication. Donc, ça, c'est pour tous les environnements non VMware. Donc, en fait, si vous avez des workloads qui tournent sur autre chose que du vSphere, HCX est aussi compatible avec du KVM, avec de l'Hyper-V. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour migrer vos VM vers une Cloud Foundation, même si ce n'est pas du vSphere à la source. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le RAV, Replication Assisted vMotion, où là, c'est encore plus intéressant parce que c'est une combinaison du bulk et du vMotion. Donc, vous pouvez migrer plusieurs VM à chaud et sans interruption de service. Donc là, ça va être comme pour le bulk, où je vais venir copier les disques de ma VM entre la source jusqu'à la destination. Et là, j'utilise vSphere Replication. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est synchronisé, je ne vais pas éteindre ma VM comme pour le bulk, le temps de la migration, mais je vais faire un vMotion. Donc, je vais déplacer tous les octets de ma VM, le compute et stockage, vers la destination. Et donc ça, c'est une migration à chaud. Je n'éteins pas la VM. Elle reste on. C'est pas du warm, c'est du vrai live, et pour plusieurs VM à la fois. Et ça, donc, c'est l'édition HCX Enterprise. Ensuite, donc, on arrive quasiment à la fin de la session. En conclusion, j'avais mis un petit schéma ici d'architecture, un peu plus high level, pour vous montrer un peu à quoi pourrait ressembler, par exemple, votre environnement du futur. Donc, imaginons que vous avez votre data center ici chez vous on-premise, et donc vous avez la possibilité de vous ouvrir au cloud public, d'hybrider votre environnement grâce, encore une fois, à la Cloud Foundation. Donc, ce n'est pas marqué ici, mais c'est ça qu'il y a derrière, vSphere, vSAN, NSX, donc virtualisation du compute, du stockage et du réseau, donc, qui est présente et déployée dans les data centers d'Amazon. Et là, le fait d'être dans les data centers d'Amazon, c'est là la grosse valeur ajoutée, parce que finalement, vous êtes au plus proche des services natifs qui sont proposés par Amazon. Donc, si vous voulez, par exemple, intégrer un load balancer à votre application, ou faire du serverless avec Lambda, ou stocker vos données sur du S3, vous pouvez le faire comme si vous étiez finalement nativement dans le cloud d'AWS. Sauf que là, la différence, c'est que vous n'êtes pas loqué. Donc, si jamais un jour vous décidez de changer pour X raison, parce que vous êtes fâché avec Amazon, ou parce que les prix d'un coup sont trop chers, ou même si simplement vous avez envie de vous ouvrir à d'autres clouds, vous pouvez le faire parce qu'on a la même architecture qui tourne chez Azure et la même qui tourne chez Google et chez un tas d'autres cloud providers. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus souvent chez nos clients, c'est cette stratégie multi-cloud. On a des clients, j'en ai entendu parler, des clients qui ont 5 ou 6 clouds en moyenne qui sont utilisés par les entreprises. Parce qu'on nous dit, voilà, moi j'ai des services en fait qui m'intéressent chez un petit peu tout le monde. J'ai envie de faire du big data chez Google, j'ai envie de faire de l'intelligence artificielle chez Amazon, j'ai ma base de données chez Microsoft et mon ERP chez Oracle. Donc, comment je fais pour faire fonctionner tout ça? Comment je fais pour créer de nouvelles applications, pour gérer tout le maillage de manière sécurisée sans me retrouver emprisonnée chez un cloud provider?
Et là, donc, la réponse, c'est cette fondation digitale, cette Cloud Foundation, qui vous permet d'être agnostique par rapport à vos choix de cloud et surtout de profiter, d'exploiter ces services et capacités que les clouds peuvent offrir. Et voilà. Et donc, voilà, on vous simplifie la migration, encore une fois, avec des outils comme HCX que je viens de vous présenter. Donc, le cloud hybride, c'est finalement aussi une porte ouverte vers le multi-cloud. Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le multi-cloud, l'hybrid cloud, tout ça, est-ce que c'est dans les cartes pour demain? J'ai demandé à Madame Irma, on la voit, on voit sa jolie main. Eh ben, c'est très compliqué parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui est très changeant. Donc en fait, il faut essayer de faire faut se projeter. Donc on parle plus de technique. Donc j'ai mis quelques-unes de mes lectures. Donc oui, j'ai aussi des conseils littéraires. Dans la Google du loup, le premier, qui est un bouquin assez marrant, qui parle finalement de la data et finalement de toutes les données qu'on donne aux géants du cloud et comment ça peut nous impacter très fortement dans la vie. Homo Deus, donc qui est la suite de Sapiens. C'est best-seller international que je vous conseille. Après, il donne sa propre idée du futur. On est plutôt sur des logiques de data, donc un peu dans la suite de la Google du loup, c'est-à-dire que le futur appartient à la data. Et futur, notre avenir de A à Z, attention. Là, faut avoir le cœur accroché, faut être positif de nature pour le lire quand même, parce que on arrive je veux pas faire de spoil, mais on arrive à la fin du bouquin. Bon, on va se coucher, on déprime, c'est un peu ça. Bon, toujours est-il que il y a quand même pour revenir à notre thématique d'hybridation, c'est difficile quand même d'anticiper l'actualité de demain. Néanmoins, on a quand même des éléments qu'on a essayé de vous dérouler dans la présentation. Donc le premier, clac. Voilà. Je crois qu'il y a eu un track là-dessus, mais finalement c'est un vrai sujet. Je vais dans le cloud, mais je veux pouvoir en revenir et je veux surtout tirer le meilleur parti du cloud et de la tarification du cloud. On n'est pas à l'abri de baisse de prix, on ne sait jamais, mais de hausse de prix, plus sûrement. Donc en fait, à un moment, on doit se donner la liberté finalement de ce qu'on fait et du ici qu'on projette. On n'a pas le choix que d'avoir de l'hybridation, mais on peut essayer de le contrôler. Donc après, c'est de la vigilance, c'est de la gouvernance, c'est de la communication et avoir la capacité à se réorganiser, alors restructurer les coûts, pas restructurer, c'est très important puisqu'à un moment, à budget équivalent, eh ben, faut que ça continue à fonctionner dans les meilleurs délais. Voilà. Deuxième point, on en parle beaucoup du Green IT. Le Green IT, moi, ce que je vois dans l'actualité, c'est quand même on peut faire un parallèle avec le marché d'automobile. Alors, vous me direz, c'est un sacré raccourci quand même, mais il n'empêche que on arrive dans un monde où finalement on impose aux constructeurs automobiles et puis à nous tous, on va dire acteurs économiques, une marche forcée vers finalement des voitures électriques, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Avec des fois des cas de conscience, c'est je vais acheter une nouvelle voiture, mais finalement l'offre en face de mes contraintes n'est pas encore disponible. Donc on est dans un entre-deux. Si on transpose ça au marché de l'informatique, donc j'ai piqué une infographie sur le web. Ce qu'on voit tout en haut, c'est qu'un salarié consomme l'équivalent voiture d'un parcours de 3100 km sur une année. Donc si on transpose ça à la législation voiture, ça veut dire que demain, on est à peu près sûr qu'on va avoir des contraintes légales en lien avec notre consommation de l'informatique. Donc après, on va être dans un jeu pour déterminer c'est parce qu'on parle toujours de coûts, même si on a une sensibilité écologique. Quel est l'endroit où finalement ma consommation, mon besoin en charge de travail va être le mieux placé. Encore une fois, cet aller, ce retour, sachant que les coûts publics sont quand même pas mal sur leur consolidation. Hein, ils utilisent beaucoup plus de ressources consolidées, ils mutualisent énormément, alors que finalement, les investissements on-premise, on a des besoins en fait, on investit pour nos besoins à 100%, mais de manière moyennée, est-ce qu'on utilise tous nos ressources? C'est pas sûr. Donc, il peut y avoir des contraintes autour de ça, et on a le devoir d'imaginer le choix qu'on va avoir à faire demain. Et le dernier point, qui est en relation avec tout ça, le cloud lock-in. Alors,
on peut dire techno-lock-in, puisqu'on parle de VMware, sachant que VMware a accompagné, donc ce que je disais, depuis une vingtaine d'années, beaucoup d'entreprises de par le monde. Le cloud lock-in, c'est je fais des efforts nécessaires pour exploiter au mieux les fonctionnalités du cloud dans un environnement très spécialisé, et derrière, au final, ressortir de cet effort que j'ai fait pour m'adapter au cloud est quasiment, peut être dur ou quasiment impossible. Donc c'est aussi cette vigilance qu'on doit avoir. Voilà. Tu peux cliquer, s'il te plaît. Alors SPICS, hein, SPICS peut vous accompagner là-dessus. Donc évidemment de l'expertise technique, mais ce n'est pas le seul sujet, loin de là. La technologie est en adhérence avec d'autres technologies, donc il faut des expertises sur énormément de technologies et de la prise de hauteur pour bien imaginer tout ça. Donc l'hybridation, la transformation, le déplacement, c'est de la techno, c'est des adhérents technologies, c'est de la prise de hauteur, mais aussi une forte culture de la transformation avec de l'accompagnement typé consultana, une activité conseil. Pour moi, ça me paraît important. Les étirements applicatifs nécessitent des cartographies applicatives. Et oui, voilà. Et ça, c'est pas du technique. Derrière tout ça, dans l'ADN de SPI, il y a une expertise métier très très forte. Donc SPI, je reviens dessus, 45 000 personnes, l'énergie, l'industrie. Au jour le jour, ça se décline chez SPI 16, donc qui est le cœur digital de SPI, dans des conditions de sécurité, enfin, on est vraiment dans ce que nous apporte finalement l'industrie, enfin le cœur SPI. Voilà, on a tout un tas de choses qui nous sont alors pas imposées, mais qui nous ont conseillées, et ça devient notre ADN. Donc j'ai beaucoup parlé de sécurité. C'est un sujet qui est vraiment dans nos gènes, dans notre ADN, et qui est très important. Et la sécurité, quand on parle d'hybridation, c'est un sujet juste essentiel. Donc l'assemblage de ces composantes fait que finalement on est, un bon acteur pour vous accompagner. Voilà. Et moi j'ai fini, je crois. Oui, je crois que c'est la fin de la session. Et on est pas mal, hein, dis donc Maya. Oui, niveau timing, on est bon. Ça nous laisse quelques minutes pour adresser des questions si vous en avez, des commentaires. Sinon on est à disposition après dans le stand. Voilà. Si, Oui, on sera là si, à traîner sur le stand si vous SPI voulez pas VMware. parler en public, voilà. Bon, bah s'il n'y a pas de questions, on clôt Maya.